Bonjour, ici Jenny. Bonjour, ici Claire. Bienvenue dans l'univers Franzine, un podcast qui sillonne la Suisse. Vous écoutez des témoignages retraçant des parcours aussi bien personnels que professionnels afin de mieux comprendre le quotidien en Suisse. Notre engagement, proposer des partages enthousiasmants et inspirants et devenir votre média de proximité. À vos écoutes pour l'épisode de la semaine. Bonjour Mavi. Bonjour Jenny. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous présenter Marie-Virginie, qui vient d'arriver à Lausanne. C'est ça. Donc, on va pouvoir parler déjà du sujet, de l'adaptation entre Zurich, où tu as passé quelques années, et Lausanne, mais surtout aussi de son expertise, qui est dans la pratique du yoga, finalement, qui accompagne peut-être à certains moments de la vie, pour des maladies, une pratique vraiment spécifique. Ouais. Donc, voilà, je te laisse te présenter. D'accord. Ça, je crois que... Eh bien, alors, donc Marie-Virginie, j'ai 43 ans, donc en pleine crise de la quarantaine. et donc, effectivement, j'ai vécu une quinzaine d'années en Asie. Et c'est vrai que ça m'a pas mal métamorphosée. Et puis, c'est ça qui m'a confortée dans le yoga, mais c'est pas forcément ça qui m'a amenée au yoga. Donc, c'est assez intéressant. Je reviendrai, je pense. Et donc, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 garçons, 2 ados. Voilà. Et donc, on a vécu 4 ans à Zurich, là, dernièrement. Et on vient d'arriver le mois dernier, début novembre, à Lausanne. Et qu'est-ce qui a poussé ces mouvements-là ? Alors, en fait, quand on était en Asie, on était à Singapour, la dernière partie, et il y a eu le Covid. Et on s'est posé beaucoup de questions sur l'éloignement à la famille. Ça a été assez douloureux de se retrouver enfermé à Singapour et de ne pas avoir la liberté. En fait, on avait la liberté de partir, mais on ne pouvait pas forcément revenir. Donc, si un proche était malade, on pouvait quitter le pays, mais on n'avait pas forcément le visa de retour, la possibilité de revenir sur le territoire. Et ça, j'ai trouvé assez insupportable de devoir choisir entre ses parents, ses enfants, son mari. Voilà, parce que soit on repart tous, soit... Et donc là est venue un peu l'urgence de se rapprocher de la famille. Et on avait toujours rêvé de la Suisse avec mon mari. Et donc, dès que l'opportunité s'est présentée, on a été hyper heureux de pouvoir vivre ce rêve suisse. Est-ce que toi, tu connaissais déjà la Suisse ? Alors, non, on connaissait pas. Alors, on connaissait, oui, on était allés comme ça faire des petits sauts de puce, Zermatt, voilà. Mais c'est plutôt cet idéal suisse qui nous a motivés. Ce côté de rapport à la nature, à la montagne. On est des grands montagnards tous les deux. Alors, on adore la montagne, on n'est pas spécialement des alpinistes. Mais voilà, on voulait une vie, et puis organisée, propre, serein, sécurité. Il y avait toute cette image-là qu'on avait de la Suisse et qu'on a trouvée. Donc, on n'a pas été déçus. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas eu de delta entre le marketing, l'image et le ressenti. Et quand même, mouvement donc vers la partie francophone. Ouais, là, c'est voilà. pas toi qui es à l'origine de ça pour... Alors, peut-être un peu. Non, en fait, c'était le plan d'origine. Idéalement, on voulait venir en Suisse romande. Et puis, Zurich s'est présenté et on s'est dit, pourquoi pas. Ce qui est marrant, c'est que 8 ans avant, Zurich s'était déjà présenté, puis on n'était pas prêts finalement. Et on ne savait pas où c'était Zurich, on ne savait pas ce que c'était Zurich. Dans notre tête, c'était un petit village perdu au milieu de la Suisse. Alors, j'exagère à peine, mais c'était vraiment, on était à Singapour quand ils nous ont proposé ça. Et je sais pas, ça nous a semblé paumé. Et je crois qu'on avait encore envie de vivre notre aventure asiatique et on a choisi de partir en Birmanie à la place d'aller en Suisse. C'est l'entreprise de mon mari qui proposait ces opportunités-là. Mais donc voilà, pour dire que ça avait déjà été proposé, puis là ça a été reproposé, du coup on s'est dit allez cette fois-ci peut-être qu'il faut aller découvrir. Et après on a découvert que c'était un peu la plus grosse ville de Suisse, donc c'était assez marrant. Donc c'est bien caché quand même Zurich, je me rends compte, pour des Français. En tout cas nous, ça dépend dans quel monde on travaille, mais c'est vrai que Zurich, moi, j'avais jamais entendu parler avant d'y habiter. C'est aussi le constat et pourquoi on crée ce média pour donner de l'information et des ressentis sur la vie ici, des choses plus pratiques. Donc voilà, le sujet de la langue, je pense que tout le monde l'a bien admis, que ça peut être une difficulté. Je ne sais pas si pour toi, c'était quelque chose de... Pour nous, ça a été le déclencheur du départ en Suisse romande. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu choisi, parce que je pense que s'il n'y aurait pas eu le problème de langue, on serait sûrement resté à Zurich. Maintenant, on est arrivé, il n'y avait que mon mari qui parlait allemand, lui d'origine alsacienne, et il avait fait allemand première langue, et il était ravi de retrouver l'allemand. Les enfants et moi, on n'en avait jamais fait, et donc il a fallu s'y mettre. Et j'avoue que démarrer l'allemand à 40 ans, quand on est en train de lancer sa société, essayer de se mettre dans le... Voilà, j'ai eu l'impression de devoir faire un choix entre
ma vie professionnelle et l'apprentissage de la langue et de ne pas arriver à faire les deux en même temps. En étant aussi mère de famille, voilà, parce que l'effort est énorme. Et en plus, dans la rue, les gens parlent suisse-allemand, enfin zurichois, et en plus, ils parlent très bien l'anglais. Et moi, j'arrivais avec un très bon niveau d'anglais, et donc, en fait, quand j'essayais de parler un petit peu allemand, ils essayaient de m'aider, puis on a tout de suite à chaque fois switché en anglais, ou en français avec les personnes un peu plus âgées. Et donc, en fait, j'ai perdu la motivation complètement en me disant, la vie quotidienne, c'est bon, c'est en anglais, tout est en anglais. Et du coup, j'ai perdu du temps. Puis après, voilà. C'était un petit peu le va-et-vient avec l'allemand. Et là, je te cueille juste après ton déménagement à Lausanne. Hein, ça fait combien de temps maintenant que... Un petit mois. Voilà, un petit mois. Ouais. Alors, honeymoon ou... Ouais, alors déjà, moi, ça fait 20 ans que je suis partie de France. Et donc, le français, c'est parlé en vacances. Ah oui. Ah, c'est associé à des bonnes choses. Voilà. Alors déjà, voilà. Donc déjà, j'adore parler français au quotidien. Et après, ça fait bizarre. Des fois, je me suis repris. On a vécu en Birmanie, en Thaïlande. Et des fois, en voulant dire bonjour, j'avais sawadika. Il y avait des mots qui venaient d'une autre langue. Et tellement, c'est bizarre pour moi au quotidien de parler. Et j'en parlais avec les garçons. Et pareil, j'ai mon fils qui répondait en allemand des fois. C'est comme si on cherchait un peu nos mots en français parce qu'on n'est pas habitué que ce soit la langue de travail, la langue du quotidien, la langue... Et en même temps, c'est un vrai bonheur. C'est intéressant que ce soit pas automatique, en fait. Non. Ouais, non. Et les enfants, c'est pareil. Ouais. Les enfants, ils n'ont jamais vécu, en fait, en France. Ils ont été qu'en vacances. Donc, c'est vrai que c'est... Voilà, alors, ils étaient dans le lycée français, donc ils parlent français. Mais aller à la boulangerie, qu'on vous parle français, que dans le métro, on est fasciné de la gentillesse et de l'accueil qu'on a reçu. Vous rentrez dans un bus, on vous salue, le chauffeur vous salue, vous saluez le chauffeur, vous entendez les gens qui, au bout du bus, disent au revoir. C'est extra, c'est génial. Et je pense qu'on l'a pas vécu pareil en Suisse alémanique. C'était moins démonstratif. Ouais, moins dans la relation. Voilà, là on sent le côté latin. On sent qu'il y a quelque chose quand même. Ouais. C'est intéressant de savoir qu'on met des cases pour les langues aussi. Ouais. Ce qui fonctionnait dans la famille, à l'école. Oui, il y a une géographie. Et on sent que neurologiquement, il y a un impact, un vrai impact. Hein. Et mon mari le dit aussi. Et pour lui, pareil, il me disait qu'il perçoit des subtilités qu'il n'a jamais perçues au boulot, à la machine à café. Alors du coup, il y a aussi des petits jeux politiques qu'il va pouvoir percevoir, qu'il ne percevait pas forcément à chaque fois dans les autres pays. Donc c'est vrai que ça nous a, je pense, préservés dans certaines situations, parce que du coup, quand tu n'es pas au courant, tu n'es pas au courant. Tu ne peux pas être impacté et influencé. Mais ça pouvait aussi péjorer par moments, parce qu'on a loupé... Moi, j'ai beaucoup le sentiment d'être restée beaucoup en surface dans ma vie. Les 20 dernières années, j'étais en surface. Je n'ai pas réussi à pénétrer vraiment dans les cultures dans lesquelles on a vécu. Et toi, qu'est-ce que tu en as gardé de ces cultures ? Est-ce que finalement, tu te définis encore en fonction de tes racines ou en fonction du chemin que tu as parcouru ? Alors, c'est particulier parce que moi, je suis partie en pension à 12 ans. Et donc, j'ai l'impression que le déracinement, il s'est fait à ce moment-là un petit peu. C'est un choix, hein. J'ai voulu partir en pension, j'étais très heureuse, j'ai resté 9 ans en pension. Ensuite, je suis partie en école de commerce et ensuite à l'étranger. Et en fait, donc j'ai l'impression que depuis 12 ans, je suis partie de la maison. Et en fait, c'est vrai que je me sens française et je suis très contente d'être française. En fait, je sens ma chance d'être née française. C'est assez étonnant parce que je pense que je serais née afghane, j'aurais pas eu les mêmes chances dans la vie. Et donc, et c'est vrai que voilà, ça m'a permis de choisir mon mari, de choisir mes études, de choisir de partir de la maison, d'aller en pension. C'est quelque chose qui m'a été offert, de choisir. J'ai l'impression d'avoir pu vraiment poser des choix de vie réels, avec certaines contraintes certainement, mais voilà. Donc c'est en ça que je me sens très française mais heureuse d'être française. Maintenant, quand on a vécu 20 ans à l'étranger, qu'on est parti à 20 ans, j'ai passé autant de temps finalement à l'étranger que... Voilà. Et je me sens vraiment habitante du monde, mais en même temps d'aucun monde. Ouais, c'est ça, c'est plus très lisible. C'est plus très lisible. Donc voilà, je pense que je suis la fille de mes parents toujours. Et j'ai des racines et il y a un transgénérationnel très fort qui est mon bagage. Maintenant, j'ai hérité de plein d'énergie autour de moi et d'une ouverture peut-être au monde différente, ou en tout cas une lecture de l'humain différente, peut-être.
Est-ce que c'est ces questions-là qui t'ont mené aussi à une pratique plus méditative, plus recentrée sur ton corps et comment tu veux le définir et les contours que tu y mets? Ouais, alors je pense que j'avais cette sensibilité-là depuis assez jeune. Voilà. Je pense que c'est quand même des sensibilités. Et en fait, je suis partie en Inde en humanitaire entre ma première et deuxième année de BTS. J'ai fait un BTS commerce international. Et l'été... non, c'est pas ça d'ailleurs. L'été entre les deux, j'étais partie à Hong Kong. Déjà, j'avais cette lubie de partir en Chine. J'étais partie 3 mois à Hong Kong. J'avais adoré. Et l'été suivant, j'avais donc rien entre ce BTS fini et puis l'école de commerce, le SC Dijon, dans laquelle j'avais été prise. Et donc, je décidais cet été-là de partir avec 4 amis en Inde, faire de l'humanitaire, retrouver le père Sérac, qui construisait beaucoup de choses là-bas pour les enfants intouchables. Et donc, j'ai découvert ce monde de caste. Et on a vécu avec les intouchables, ce qu'on appelle les intouchables. Donc, ils ne peuvent pas être touchés par les autres. Et ça m'a... Et sur le moment, je pense je suis partie 20 ans complètement naïve, complètement sans connaissance du monde, vraiment, etc., avec l'idéal de changer le monde. Voilà, moi je voyais la beauté des enfants, la beauté des femmes, les saris, les couleurs. Et est-ce que je voulais pas voir ou quoi, je sais pas, mais il y avait un décalage entre ce que je vivais et le sourire. Moi, c'est ça. On a été accueillis par ces gens. Et en fait, c'est étonnant parce que je suis partie vivre avec les plus pauvres et j'ai vécu des semaines, des journées incroyables. Franchement, Et donc, je pense que ce voyage m'a fait quelque chose de très, très fort. J'aimais déjà beaucoup l'Asie, mais là... Mais je parlais pas du tout de yoga à ce moment-là. J'étais pas du tout là-dedans. Moi, je suis assez croyante. J'ai une foi assez forte, mais plutôt en Jésus-Christ. Donc, voilà. Et du coup, le yoga, c'est vrai que c'était pas forcément ma sphère. Et bon, donc on a continué comme ça. Et puis après, je suis allée en Asie. Et en fait, dans tous ces pays, c'est vrai qu'il y a une spiritualité, il y a un rapport à la nature. Une spiritualité qui est liée à la nature. Beaucoup plus que dans le christianisme. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. C'est pour ça que c'est considéré comme païen aussi, d'une certaine manière. Peut-être. De donner une sanctification aux vaches. Oui, alors en fait, ce que j'ai remarqué, et ce qui m'agace maintenant, en fait, c'est marrant, parce qu'une fois que tu as une lecture assez forte d'autres choses, tu viens relire ce que tu as reçu et l'enseignement que tu avais, et du coup, tu deviens très critique sur ce... Voilà, en tout cas, tu as ouvert les yeux. Et ce que j'ai noté, c'est que tu as... une volonté de dominer la nature dans le christianisme et la chrétienté en général. Tu dois t'occuper de ce jardin et tu es un jardinier. Alors que dans les spiritualités asiatiques, tu fais partie de la nature, tu es un membre de cette nature et tu dois avant tout la respecter et vivre avec elle, sans justement chercher à la dominer. Et donc, il y a une grosse différence. Et ça, c'est vrai qu'on a vécu 15 ans, on a fait Thaïlande, Birmanie, Singapour. Alors, c'est surtout en Thaïlande et en Birmanie que j'ai ressenti ça. Ouais, c'est intéressant parce qu'avant, tu as parlé de justice sociale que tu ne trouvais pas, mais tu as trouvé une justice d'écosystème. C'est ça. Alors, en chaîne. Une harmonie. Il y avait quelque chose. Et pourtant, c'était des gens, et je l'avais vécu en Inde aussi. Je me suis retrouvée en fait dans tous ces pays en Asie. J'ai pas mal été impliquée avec Enfants du Mékong aussi. C'est une association qu'on soutient depuis qu'on est allé en Birmanie, qu'on apprécie beaucoup. Alors, je vous encourage à découvrir Enfants du Mékong. Extraordinaire. Et en fait, j'étais beaucoup confrontée avec des gens qui n'avaient rien, en tout cas comparé à moi. Il y avait un vrai différentiel. Et j'ai eu des telles discussions, des telles relations, alors qu'on ne parlait pas la même langue, etc. C'est dans des silences, dans des sourires, dans le faire ensemble. Et en fait, j'étais très heureuse là-bas. J'étais hyper heureuse de tous ces voyages, de toutes ces... et en fait, sans m'en rendre compte, je faisais du yoga. Parce qu'en fait, c'est ça le yoga. C'est une harmonie au monde, un union avec soi, mais son moi profond, son soi profond. Et ce qu'il y a de plus grand que nous, la création. Dans les Yoga Sutras, on le traduit par le suprême. Mais le suprême, on met ce qu'on veut derrière. Ça veut juste dire que c'est plus grand que nous. Que ça nous englobe, mais ça aussi nous entoure. Et c'est quelque chose où il faut se mettre en relation. Et je pense qu'avant, j'étais dissociée peut-être. Il y avait Dieu et moi. Et maintenant, il y a Dieu en moi. Voilà, alors on l'appelle Dieu. Moi, j'appelle Dieu parce que j'ai cette une force de culture vie, judéo-chrétienne. Mais c'est une force de vie.
Dans d'autres civilisations, ils appelleront ça autrement. Voilà. Justement, moi, je voulais t'amener vers le yoga. Ouais. J'aime bien soutenir aussi les entrepreneuses. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer ce que tu fais comme de l'entreprise, d'ailleurs, de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est dur. C'est très difficile de mettre les deux ensemble, je trouve. Et puis parce que tu as ce récit. Tu y es venu par une construction d'expérience, ressenti que tu veux communiquer. Donc, si ta mission, c'est de vouloir aider les gens à se révéler, à se sentir mieux, à être connectés... Bon, alors, je sais pas comment tu vois ça. Et puis maintenant que tu arrives aussi, comment tu définis l'approche que tu vas avoir à ta clientèle, à ta patientèle. Alors moi, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai dû me poser des questions justement en faisant mon CV de yoga. Et quand est-ce qu'a été ma première expérience yoga? Donc j'ai cherché. Et je me suis souvenue qu'en 3e, quand j'étais dans cette pension, justement, on avait une prof de sport que je qualifierais d'un peu perchée à l'époque. Une dame assez âgée, des cheveux très très longs, gris, Madame Dusseigne, un peu revêche, mais très intéressée par tout ce qui était justement culture asiatique. Et elle nous avait initiés au yoga, et notamment à la relaxation. Et elle nous parlait de cette petite boule rouge, donc on était allongés au sol, les bras écartés, jambes écartées, et cette petite boule rouge qu'elle descendait tout autour de nous, au rythme de notre respiration. Et je l'avais complètement perdue dans ma tête, etc. Et pourtant, c'était une époque où moi, personnellement, je faisais des crises d'angoisse très fortes. C'était la période de la puberté, etc. Et je gérais pas forcément bien ces nouvelles émotions, ce changement du corps, etc. Bon, chacun le vit comme il le vit. Et j'étais pas forcément non plus à l'aise avec cette période de l'adolescence. Et donc, j'avais des crises d'angoisse. Et c'est vrai que c'est la respiration qui calme la crise d'angoisse. Cette capacité de déployer la cage thoracique, de se redresser, d'expirer longuement, de réguler le système. En fait, crise d'angoisse, c'est qu'on a une angoisse, donc on a une peur, donc il y a quelque chose qui vient alerter le cerveau et qui nous met dans un état de stress. Et donc, il faut arriver à relâcher ça. Et donc, c'est intéressant parce que maintenant, aujourd'hui, donc plusieurs années après, je me focalise sur le yoga thérapie. Et c'est justement mon but, c'est d'amener les personnes avec ces techniques qui, en fait, pour moi, ont toujours fonctionné, mais j'en avais pas conscience, j'avais pas mis des mots derrière pour pouvoir faire ça. Et encore aujourd'hui, quand l'angoisse monte, maintenant, j'ai ces techniques, je les ai apprises avec le yoga. À l'époque, quand j'étais au collège, on me faisait souffler dans un ballon, dans un sac. On disait souffle dans un sac, souffle dans un sac. Ok, mais ça marchait un peu, mais ça calmait pas tout. Mais donc c'est ça. Et en fait, c'est vrai que le yoga, on a beaucoup de techniques de gestion du stress, mais en fait, c'est la gestion de ses émotions, de la connaissance de soi, comment tu peux sentir en toi ce qui monte et puis travailler dessus. Et pour ça, il faut des techniques que tu pratiques au quotidien et que quand la crise monte, du coup, tu sais t'appuyer sur ces techniques. C'est pas au moment de la crise que tu vas rechercher dans ton bouquin, tiens, ah oui, on m'avait parlé de ça. Ouais. Il faut l'avoir pratiqué assez quotidiennement. En fait. Un outil que tu façonnes aussi. Voilà, c'est un outil qu'on façonne et en fait notre corps on ressent tout avec notre corps. Il y a quelque chose d'extraordinaire et ça aussi c'est quelque chose que j'ai compris en Asie, que dans notre culture judéo-chrétienne, on est aussi détaché du corps. Le corps est un outil est quelque chose et puis la tête est autre chose et on a tendance, je trouve, à délaisser un peu. En Asie, en tout cas avec la pratique du yoga, j'ai trouvé vraiment cette réunion où on vient dire que tout ce qui se passe dans le psychisme va déclencher des choses dans le corps et tout ce qui aussi se passe dans le corps va déclencher quelque chose dans le psychisme. Et d'arriver à lire, donc si j'ai une maladie, tiens, quelle lecture je pourrais avoir? Oui, il y a un terrain génétique peut-être, oui, mais il y a eu un déclencheur de la maladie. Et voilà, est-ce que c'est que corporel? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi comment la Suisse perçoit ça. Est-ce qu'elle voit le côté thérapeutique? Comment c'est reconnu? Alors ça, c'est fascinant. C'est vrai que l'histoire du yoga est intéressante parce que ça s'est perdu en Inde, c'est venu aux États-Unis, ça a retrouvé de l'engouement aux États-Unis, et puis c'est venu en Europe tout doucement. Et en fait, depuis le début de ce voyage de l'Inde vers les États-Unis et retour vers l'Europe, en fait, c'était en Europe, c'était en Suisse. C'est arrivé en Suisse quasiment tout de suite, à tel point que moi, la tradition que je suis, c'est Krishnamacharya et son fils, sœur Desikachar, et ils ont commencé en Suisse. Krishnamacharya était venu en Suisse faire des événements, des conférences. Il y a
Il y a une école ici, Samgati, à Lausanne, créée et gérée par Malek Daouk, qui a reçu les enseignements de Krishnamacharya. Donc il y a vraiment des choses hyper intéressantes en Suisse. Et en fait, en Suisse, ils ont... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faut que je creuse. Mais ils ont un rapport aux thérapies complémentaires qui est différent par rapport à la France, par exemple. Et très proche de finalement ce qu'on trouve en Asie. En Chine, ce qui m'a fasciné, un bon médecin traditionnel chinois, c'est un médecin qui n'a pas de patients malades. Parce qu'il va être dans la prévention. On paye quand on est malade, c'est ça. Et voilà. Et on va le voir régulièrement avant de tomber malade. Et si on est tombé malade, c'est qu'il ne nous a pas prescrit ce qu'il fallait en amont. Et donc, il a une mauvaise réputation. En France, en tout cas, ce que je connaissais du système médical français, et puis finalement, c'est aussi ce que j'avais vécu à Singapour, parce que c'est très européanisé, occidentalisé, on appelle quand on est malade. Et on fait finalement pas tant que ça en prévention. En Suisse, je trouve qu'ils ont mis en avant, ou en tout cas ils le mettaient, puis c'est un tout petit peu en train de changer. Donc ça nous inquiète un peu, nous les thérapeutes complémentaires, parce qu'ils avaient mis en place justement cette idée de thérapie complémentaire où on vient en prévention. Et donc les assurances santé, puisqu'ici en fait on a la base, et puis il y a la complémentaire santé. Et donc les complémentaires santé donnaient un budget fitness par exemple à des organismes et puis aussi l'accès à des thérapies complémentaires qui seraient remboursées comme l'acupuncture, l'ostéopathie, etc. Et en fait, professeur de yoga en Suisse, c'est plus estimé que en France. Alors ça a peut-être aussi rapport au fait que l'éducation, parce qu'en fait on en vient toujours à ça, c'est la base de la construction humaine, c'est l'éducation. En Suisse, quand même, l'apprentissage est très, très, très valorisé. Les métiers manuels, les métiers de la santé sont très valorisés. Les métiers d'éducation sont très valorisés. On a perdu ça en France. Donc, voilà, à vouloir tous être généralistes, parce que ça, c'est mieux, ça fait plaisir aux parents. Au final, on a raté quelque chose si on s'est mis dans quelque chose de plus technique. Alors qu'en Suisse, c'est vraiment valorisé. Et donc, je pense que ça joue aussi. En France, quand je dis que je suis prof de yoga, on rigole. On sourit. Voilà. Surtout, moi, j'ai fait un master d'école de commerce et j'ai pas mal travaillé avant ça. Donc, c'est vrai que quand Bon, les gens qui me connaissent bien sont pas étonnés du changement de profession. D'autres, voilà, c'est selon les milieux sociaux, on sent un jugement. Hobby, pas une profession peut-être. Voilà, c'est pas pris Alors que toi, au sérieux. Une expertise que tu as poussée, que tu as apprise. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que tu es soutenue par l'assurance ? Est-ce que tu es reconnue ? Alors oui, moi quand je suis arrivée, en fait, c'est ça aussi qui a fait que je me suis pas mis à l'allemand, c'est que j'ai découvert ce système de thérapie complémentaire et j'ai voulu rentrer dans le moule suisse. En tout cas, je me suis dit, bon, c'est extraordinaire qu'ils aient ça, nous, on ne l'a pas. Et donc, ils ont ce qu'on appelle le tronc commun. Donc, à partir du moment où vous voulez être reconnu thérapeute complémentaire, c'est possible. Mais il faut suivre des formations. Donc, il y a une formation de 150 heures de médecine académique, une formation où on vous apprend les bases médicales pour que vous puissiez comprendre quand quelqu'un vient avec un rapport médical, un peu les termes, un peu où vous pouvez vous situer. Une 100aine d'heures en psychologie. Donc ça, c'est avec l'école de santé de Suisse romande que je le fais. Et puis, il y a aussi les premiers secours, formation premiers secours, exercer dans la sécurité, gestion de cabinet, santé éthique. Enfin, il y a en tout à peu près 300 heures qui s'appellent de tronc commun. C'est le minimum. On peut devoir faire plus selon après la thérapie complémentaire qu'on propose. Donc oui, il y a énormément. Et puis moi, personnellement, donc j'ai fait cette formation de yoga de 500 heures à Singapour. Et en arrivant en Suisse, j'ai voulu me lancer dans la thérapie par le yoga. Là, il n'y avait pas de formation diplômante en Suisse francophone. Romande. Donc, je suis allée à Paris. Et donc là, je suis en train de terminer ces 3 ans de formation de thérapie, yoga et santé, on appelle ça, où on vient adresser vraiment comment le yoga va accompagner quelqu'un en soins qui a un cancer ou bien qui s'est fait mal, une blessure de sport ou de fatigue ou quoi, ou même tout ce qui est dans les dépressions, les baisses de morale, les difficultés de changement de vie, burn-out, gestion du stress, enfin voilà, le Donc yoga. Toi, c'est ces sujets que tu vas adresser. Exactement, ouais. Moi, c'est vraiment l'accompagnement de la personne en soins qui m'intéresse, d'adresser un sujet spécifique. Je pense qu'il y a beaucoup d'offres maintenant en yoga, c'est très popularisé. Il y a beaucoup de studios de yoga qui font du yoga pour tous. Et moi, je suis rentrée par là et je trouve ça extraordinaire. Et quand on est en bonne santé
pour maintenir sa santé, je dirais que c'est essentiel. Maintenant, quand on a un souci de santé, on n'ose pas passer la porte de la salle de yoga ou de la salle de sport parce que, voilà, celui qui a l'épaule gelée, par exemple, il y en a beaucoup, ils peuvent pas lever les bras, il y a des exercices qui sont pas adaptés, on se sent mal, on veut pas ne pas les faire dans la salle alors que les autres le font. Beaucoup de personnes entre 40 et 50 développent des mal de dos ou en tout cas... tout d'un coup, on mal au dos. Pareil, selon les exercices que vous pouvez faire, ça peut renforcer le mal de dos finalement. Donc, il faut faire attention. Quand on a une blessure, on va voir le kiné, mais le kiné va adresser la partie malade, alors que le yoga vient adresser l'ensemble. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est d'accompagner de façon holistique la personne et puis d'adapter toutes les postures de yoga, ou certaines qu'on va choisir en particulier, pour aider la personne à aller mieux dans ce qu'elle vit au moment. Je vois. Et toi, quand tu donnes cours, tu pratiques en même temps ou tu es trop concentrée sur la salle Alors, c'est toujours la question, est-ce que les coachés ont besoin d'un coach après? C'est ça. Alors, en fait, dans la tradition dans laquelle je suis formée, on insiste sur le fait que le cours qu'on donne, c'est un cours qu'on donne et pas qu'on fait pour nous. Donc, on ne pratique pas du tout pour nous dans la salle. On va montrer des exercices, on va montrer les séquences, on va peut-être faire une ou deux avec les personnes parce qu'il y a des personnes qui vont pas réussir à mémoriser tout simplement ou sont pas sûres d'elles ou sont inquiètes, notamment avec les personnes qui débutent. Et ils ont besoin de voir un peu le prof qui montre. Donc, c'est plus pour montrer. Mais ensuite, l'idée, c'est qu'on travaille aussi la mémorisation et donc, c'est de dire, on va faire une ou deux fois peut-être, et ensuite on va inviter les personnes à continuer seules. Et nous, on va les observer. Et au fur et à mesure de ce qu'on observe dans la salle, donc c'est des petits groupes de 6-8 personnes max, moi je ne prends pas plus, parce que sinon on ne peut pas observer, on ne peut pas adapter. On va adapter si on voit que quelqu'un a des difficultés, soit on va oser, parce qu'on sent que la personne peut le recevoir, s'adresser à la personne en particulier en disant « là, toi !» il faut pas que tu lèves le bras comme ça, attention, je sens que. Ce qu'on connaît de la personne aussi, parce que je vais remplir des questionnaires un peu santé pour savoir un peu ce qu'ils ont, ou s'il y a quelque chose de particulier auquel il faut faire attention. Donc non, je pratique pas en même temps. Moi, j'ai mon mentorat avec mon prof qui me donne mes séances à faire, et puis je pratique justement, là je vous parlais de Samgati tout à l'heure, je vais à des cours de groupe moi-même, qui sont pas spécialement des cours de prof, mais je vais recevoir d'un prof que j'estime des cours. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment différencier. Non, le prof, il enseigne, et il observe et il adapte et il ajuste les séances. Les séances, c'est des progressions aussi. Je sais ce que je vais faire en séance. Je ne viens pas feuille blanche complètement. Après, j'adapte. Donc, je ne fais pas forcément ce que j'avais prévu. Voilà. Et donc ça, c'est pour les séances de groupe, mais il y a les séances individuelles. Et ça, la séance individuelle, je guide la personne. Pareil, je vais montrer des choses, mais ça part d'abord d'observation. Est-ce que tu proposes aussi des séances en extérieur? Oui, alors là, j'ai lancé ça à Puy. Donc bien couvert, comme si on partait en ski de rando, et puis on peut enlever des couches. Voilà. Après, il fait très froid en ce moment, donc c'est vrai qu'on est dans la période qui n'est pas idéale, c'est pour les plus courageux. Mais oui, plutôt vers les beaux jours, c'est quelque chose de plus facile à mettre en œuvre. Parce que j'imagine que la nature t'inspire aussi, nourrit ton bien-être, comme tu le disais avant. Donc, je ne sais pas si d'ailleurs tu as des endroits recommandés dans la région de Lausanne que tu as déjà remarqué. Alors, je dirais que pour faire des postures de yoga, il faut quand même, si vous êtes debout, vous pouvez le faire en randonnée. J'ai envie de dire, en Suisse, tout est beau et on peut aller un peu partout. Donc, après, c'est vrai que quand on fait du yoga, on veut être un peu tranquille pour certaines postures. Donc, en salle, c'est quand même pas mal d'être dans cet univers un peu sécurisé, organisé. J'ai envie de dire, en plein air, c'est plus des petites touches qu'on va faire, se mettre en contemplation devant un beau paysage. Donc, j'aurais pas spécialement d'endroit particulier dès qu'on est face à quelque chose qui nous émerveille, qui nous parle. C'est toujours cette relation à soi-même, de se retrouver face à un paysage et en fait de se dire, je prends ce temps, je m'arrête là et je vais respirer consciemment en présence de ce paysage et me rendre compte que je fais partie de ce monde, de cette création. Et c'est toujours cette idée de... On est l'océan parce qu'on est cette goutte d'eau dans l'océan, donc on est l'océan. On est à la fois la goutte d'eau et à la fois l'océan, puisque l'océan n'existe pas sans les gouttes d'eau. Et il en manque une, l'océan n'est pas le même. Ça permet vraiment d'équilibrer l'humilité par rapport au reste du monde, mais en même temps aussi de ma force, en fait. Je fais partie de
de cette succession de gouttes d'eau et j'ai une influence sur le reste de l'eau. Je peux la rendre plus salée, plus... Exactement. Oui, oui. Et ça, souvent, on perd ça. Et le fait de savoir juste se poser dans la nature. Donc, c'est vrai que c'est ça qu'on voulait avoir en Suisse. Personnellement, c'est ça qui m'attire en Suisse et qui fait que je me sens bien en Suisse. C'est qu'il y a ce rapport à la nature qui est très beau, très fort. Alors, sûrement dans plein d'autres pays et plein d'autres régions aussi en France. Hein. Mais je suis sensible à la montagne, alors voilà. Super. Bon, alors on parle un petit peu de la Suisse justement encore, parce que nous on accompagne aussi les francophones, les Français qui souhaitent s'installer ici. Donc alors quels sont les endroits? Je t'ai déjà un peu demandé pour la pratique du yoga, mais peut-être en termes de randonnée, quels endroits t'ont marqué, que ce soit à Zurich ou à Lausanne? Ouais. Alors c'est vrai que pareil, c'est hyper bien desservi ici, hyper bien organisé. Donc vous mettez vos chaussures, vos affaires, hop, on prend le train et on veut partir en montagne. J'ai envie de dire tout est bien. On a beaucoup aimé Muren, Wengen, tout ce qui est le domaine de Grindenwald, ça on avait beaucoup aimé. Donc ça c'est les choses à visiter selon toi. Ouais, c'est les choses à visiter selon moi. Après on est tout de suite face à des lacs et des montagnes. J'ai envie de dire, pas besoin d'aller très loin. Enfin, si vous n'êtes pas hyper sportif, il y a des grands randonneurs, il y a énormément de choses à faire. Ouais. Et pour l'installation en Suisse, justement, toi, tu conseillerais, au vu de ton expérience, d'avoir plutôt une stratégie, d'avoir réfléchi en amont, parce qu'on peut aller avec le flow, effectivement, et ça prend plus de temps après de savoir comment naviguer. Et quel serait ton conseil pour des gens qui veulent s'installer ici ? Alors déjà, ça dépend où en Suisse. C'est vrai que si on décide d'aller en Suisse alémanique, moi je mets une alerte sur le fait que si on ne parle pas l'allemand et qu'on n'est pas motivé à l'apprendre, au bout d'un moment, on va se retrouver pénalisé. Et c'est pas la faute du pays, c'est notre faute à nous, entre guillemets, ou la faute à personne, mais c'est à nous de nous intégrer. Donc c'est vrai que je suis un peu fâchée quand on dit oui, les Suisses alémaniques, ils sont pas agréables, ils sont pas accueillants. En fait, non, c'est juste qu'il faut s'y coller. Et ils ont leur langue, et c'est un peu comme quand on va en France, en Bretagne, en Corse, en Alsace, ils ont aussi leur dialecte, ils ont aussi, ça fait partie de leur culture et leur identité. Et c'est vrai que, voilà, donc ça, je pense qu'il faut en être conscient. Nous, on n'en était pas conscients, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est ça qui a fait qu'on a voulu bouger en Suisse romande. Alors que si on avait passé ce cap et on avait vraiment fait plus d'efforts, ça aurait été différent. Donc voilà, j'ai envie de dire, ceux qui veulent aller en Suisse, si vous voulez aller en Suisse alémanique, il faut se dire qu'il va falloir s'y mettre. Et puis que pour la recherche d'emploi, tant qu'on est client dans un magasin, j'ai envie de dire, ça se dépatouille. Les services, comme c'est fédéral, les services publics et tout, on peut avoir en français. Donc, on a quand même pas mal d'infos en français. Après, tout le reste se fait en allemand. Donc, c'est vrai qu'on peut se retrouver un peu, se sentir esseulé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai un peu senti des fois. Et puis, à côté de la plaque, et puis pas bien comprendre, on reçoit les petits journaux. Voilà, la vie de tous les jours, culturelle, sociale, c'est difficile. Donc, mais tu as créé ta communauté. Peut-être que c'est ça l'idée aussi, d'avoir déjà quelques appuis. Oui, alors voilà, après, on vit très... Enfin, moi, j'étais très, très heureuse, mais j'étais dans la communauté francophone. J'étais avec les Français. Et ça, j'ai découvert une super communauté. Le lycée français, franchement, j'ai adoré. Les enfants étaient très bien là-bas. Et il y avait, comme dans toutes les expatriations que j'ai vécues, je me suis trouvée vraiment comme une expatriée à Zurich. Et j'ai recréé du coup ce cercle amical, et puis qui est porteur, qui t'emmène aussi vers des opportunités de travail. C'est comme ça, je donnais des cours en français de yoga, donc c'était la communauté française ou francophone qui venait. Il y avait aussi des Suisses romans. Donc, on peut recréer cet écosystème. Mais ce que je veux dire, c'est que le rapport à la culture locale, on reste un peu, en tout cas personnellement, moi, je suis restée en surface de ne pas parler la langue. Mmh. Est-ce que tu comptes préparer ou organiser des séminaires, retraites, yoga aussi pour faire venir encore tes contacts et les personnes qui te suivaient à Zurich Alors, j'ai basculé mes cours en ligne. Okay. Alors, j'avais déjà des cours en ligne et puis 2-3 personnes ont continué l'aventure en restant en ligne. Maintenant, j'organise depuis l'été dernier des stages à Chamonix. Donc, on n'est pas très loin de la Suisse, mais en France. Parce que c'est une région que j'affectionne tout particulièrement. Et donc là, effectivement, j'ai les Français de Zurich qui aiment bien venir aussi jusqu'à Chamonix. Et c'est là où j'organise pour l'instant mes stages. Mais j'ai des pistes du côté de Vevey, en Suisse romande. J'explore. Voilà, les projets pour 2025, c'est de regarder comment faire
en Suisse romande, peut-être plus que ce que j'avais démarré en Suisse alémanique. Je m'étais aussi beaucoup concentrée sur mes études et puis là, maintenant, on est sur la fin. Donc, on va pouvoir exploiter un peu ce qui a été fait. Absolument, et j'en profite peut-être pour passer un appel s'il y a des personnes qui partagent cette passion, que ce soit à Lausanne ou à Zurich, qui ont peut-être aussi des conseils, enfin de l'échange d'expériences à partager avec toi. On peut te contacter par Instagram ? Oui, par Instagram, sur mon site web, par email. Ouais. Ok, très bien. Bon, on fera ça. Merci beaucoup, Mavi, pour tous ces échanges. Merci beaucoup, Jenny. Je suis ravie de t'avoir rencontré. On a un chien avec nous voilà, aussi, voilà. Pas Navaya. Donc, superbe. Je pense que ça va aussi inspirer beaucoup de personnes de savoir qu'on peut aussi avoir un métier, passion, dans lequel on se réalise et où on puisse être dans l'accompagnement des gens. Je crois que c'est une valeur très forte de tout ce que tu as partagé. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à poursuivre les échanges à travers les différentes plateformes. On vous invite également à repartager largement tout ce que l'on fait avec Franzine, à vous abonner, liker, laisser des étoiles pour ne rien manquer des prochains épisodes. De nos rencontres à vos oreilles, Franzine, votre média suisse. Alles Gute! Tout de bon!